Et en plus, c'est un séminaire en période de mobilisation sociale, donc c'est très bien pour fêter les 50 ans du printemps 1973. Le printemps 2023 met les formes puisque nous commençons à avoir des coordinations qui se remettent en place. Et donc oui, là, Robbie Morder va pouvoir nous représenter pas mal de travaux qu'il a pu mener, notamment pour les 50 ans de 68, en sortant avec Didier Lesky l'ouvrage aux éditions Sileps quand les lycéens prennent la parole. Et j'imagine bien que Robbie va nous parler non seulement des lycéens, mais aussi des étudiants dans ce mouvement contre la loi de Bray. En effet, merci. Oui, je vais parler un petit peu des étudiants, évoquer un peu les étudiants, on y reviendra après. Ça va être surtout un peu les lycéens, là, puisque j'ai retravaillé un petit peu en partant de... On avait fait il y a 10 ans, hein, les 40 ans, et depuis, bon, il y a eu le bouquin, le travail sur le bouquin, où j'ai pas mal actualisé la partie que Didier avait rédigée pour son mémoire, puisqu'on s'était partagé comme ça à l'époque. Lui, il avait un mémoire sur 68-73, j'ai revu cette partie-là dans laquelle il n'était pas acteur direct, et moi j'avais fait rédiger la partie 74-79, qui est une partie dans laquelle je n'étais plus directement, je n'étais plus lycéen, même si j'étais un peu impliqué dans un certain nombre de choses. Et voilà, et donc j'ai repris un peu, vous verrez, je vais mettre le diaporama en route, ce que j'avais présenté il y a 10 ans, en enrichissant pas mal avec les éléments que j'ai. Le mouvement des lycéens, Voilà, printemps 73. c'est cela même. Donc d'abord, dire un peu en introduction, un petit hommage et puis un rappel, puis de Charlie Nashman, Pierre Morville et Michel Recanati. Bon, Michel Recanati, qui est donc le personnage central du film de Romain Goupil, Mourir à 30 ans, qui a joué un rôle extrêmement important dans le mouvement contre la loi de Bray, surtout en background, puisqu'il n'était plus lycéen, il suivait pour le bureau politique de la Ligue au secrétariat lycéen, et puis il est mort en 78. Et puis deux autres personnes, Charlie Nashman et Pierre Morville, qui sont morts en 2016 pour Charlie, qui était un des membres de la coordination, enfin, du collectif de la coordination lycéenne, enfin, bureau de la coordination, on dirait aujourd'hui, qui est à l'Alliance marxiste révolutionnaire, et Pierre Morville, qui lui est mort en 2020, non pas du Covid, mais d'une saloperie attrapée à l'hôpital, et qui était venu, lui, à notre séminaire. Ils devaient venir tous les deux à notre séminaire il y a 10 ans. Charlie n'a pas pu venir. Pierre est venu témoigner. Et à l'époque, il était à Révolution, devenu ensuite Organisation communiste des travailleurs. Mais pour tout ça, je vous renvoie au lexique. Julie te signale qu'on ne voit plus ton diapo. Ah, comment? On voit Je pense une une sculpture. statue, une sculpture, pardon. Ah, Il vaut mieux que tu arrêtes le partage et que tu recommences ouais, pour qu'on te ouais, suive. oui. Alors, pour quelle raison? Donc, je reprends partage d'écran. Je clique sur le diapo. Voilà, vous voyez le diapo là maintenant? Non, Non? là, Ça y est, on c'est voit bon. le... Oui. C'est bon. Oui, non, mais en fait, j'avais changé d'écran, je l'avais mis devant moi et c'est pour ça que vous aviez la statue sur Mhm. votre écran. Je vous vois désormais. Voilà. Donc, très rapidement, pour introduire, nous avons un mouvement lycéen, le contexte un peu des mouvements lycéens qui passe de la dépendance vis-à-vis des étudiants, y compris d'une sorte d'invisibilité, même s'il y avait un militantisme lycéen,
hein, à l'autonomie avec les comités d'action lycéens en mai 68. Voilà. Bon, grosso modo, pour dire qu'on est dans cette situation où à partir de 1968-69, notamment 70, le mouvement étudiant rentre dans un moment d'éclatement, de division, de grandes difficultés, et dans une certaine mesure, même après l'éclatement des cales, avec malgré tout une représentation éclatée là aussi dans les lycées, on a tout de même une montée en puissance. On verra tout à l'heure la dimension démographique, une montée en puissance du mouvement lycéen qui va devenir un petit peu le pilier central des mobilisations de la jeunesse, le point de référence de la jeunesse pendant un certain nombre d'années avant que le mouvement étudiant ne reprenne le flambeau à partir en fait des années 1980. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pour aller vite. Donc la représentation éclatée, c'est quoi? C'est l'UNCAL, l'Union nationale des comités d'action lycéens, syndicat lycéen animé notamment par les militants des jeunesses communistes, avec le soutien du SNES, de la CGT, voilà, bon, donc qui existe de manière syndicale, plus traditionnelle. On a des groupes politiques, hein, notamment d'extrême gauche, qui structurent et qui en général animent les mouvements de grève. Pour mémoire, ça revient un peu aujourd'hui, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de problème de légitimité, il peut y avoir un groupe de lycéens, un groupe politique, un groupe de type syndical ou un comité de lutte qui appelle à une assemblée générale. Personne ne dit au groupe politique à l'époque, mais vous n'avez aucune qualité pour convoquer une AG, même revendicative. Donc ça, faut bien comprendre un peu que tout ça a une grande influence à l'époque. Des comités de lutte unitaires qui peuvent exister localement avec des tentatives de coordination permanente de type syndical ou proto-syndical, mais qui se heurtent plutôt à un refus de l'extrême gauche, notamment de la Ligue communiste, qui est la force dominante hein, dans un certain nombre de mobilisations centrales qui pense qu'il n'y a pas de place pour un syndicalisme lycéen, puisque les lycéens ne sont pas une classe et que le syndicalisme est l'apanage de la classe ouvrière, du prolétariat, des salariés. Bon, voilà. Donc, on a une offre politique diversifiée. On a ici quelques exemples, PSU, Révolution, Ligue, Jeunesse. En 1971, c'est une date importante pour sur la dimension coordination. Un lycéen, Gilles Guyot, se fait arrêter. Il est plutôt apolitique. Bon, il se fait arrêter aux abords d'une manifestation au lycée Chaptal. Il se fait condamner en flagrant délit. Immédiatement, il y a une protestation dans les lycées parisiens et dans le pays. Je passe extrêmement rapidement. Mais à cette occasion, naît à Paris une coordination des comités de grève. Bon, grosso modo, c'est la Ligue communiste qui en est à l'initiative, puisqu'elle est confrontée à un problème, à la fois force dominante dans l'extrême gauche, dans les lycées parisiens et dans l'occasion de mobilisation. En même temps, elle est confrontée à un mouvement qui est extrêmement large. Et comme en 1986 pour le mouvement de Vaquet, avec plein de gens qui se disent apolitiques, on est là pour Guyot, et effectivement, qui ne veulent pas de récupération, qu'elle soit politique ou qu'elle soit syndicale, uncale. Bon. Donc, la Ligue lance un mot d'ordre qui est à chaque assemblée générale son comité de grève et il y a une coordination des comités de grève qui se met en route et qui organise 3 moments de manifestation et ça débouchant sur un succès, la libération de Gilles Guyot, ce qui légitime la coordination. Il faut savoir qu'il y avait 3 autres initiatives concurrentes qui n'étaient pas dans le même coordination. Il y avait l'UNCAL avec l'UNEF, il y avait l'UNEF Unité syndicale et il y a eu les maoïstes avec les Secours rouges.
qui avait tenté des choses, mais ça a été un échec. Bon. Donc ça, c'est important, la coordination, elle arrive à vaincre parce qu'elle a été capable aussi de montrer que ça avait réussi. Bon. On a toute une série de luttes, et ça traduit un climat sur la liberté d'expression dans les lycées, puisqu'on est dans un moment de réaction dans les années de l'après 68, où les administrations et le ministère veulent reprendre ce qui a été conquis par le mouvement lycéen. Il y a une dimension jeunesse très importante. On parle de racisme anti-jeune. C'est notamment sur tout ce qui concerne la sexualité. Par exemple, c'est le moment où Gabriel Russier, il y a eu en 69 le suicide de Gabriel Russier, professeur Gabriel Russier qui avait eu une relation amoureuse avec un jeune élève, donc qui a été poursuivi, condamné, il y a eu un film. On a le docteur Carpentier qui distribue des tracts dans les lycées, qui se fait suspendre par le Conseil de l'Ordre parce que ce tract, il y a un texte qu'il a produit sur la sexualité, la contraception, etc., etc. Et puis surtout, il y a une contestation de l'armée, de l'institution militaire. Donc, on a là un exemple, mai 68, l'appel du 15e REMCA, Régiment d'infanterie mécanisée de Mutzig, qu'on retrouve dans un film que j'avais vu en Belgique, qui s'appelle L'Escadron Volapük, qui raconte un peu cette histoire. Donc, moi, 3-4 ans après, je l'ai découvert en Belgique, avec mes amis belges qui organisaient un ciné-club. Faudrait qu'on puisse le revoir, parce que c'est l'histoire d'une caserne en mai 68, et à un moment donné, quelqu'un lit ce tract, qui est publié dans Avant-Garde Jeunesse, et je ne me souviens plus de son nom, je me souviens de son pseudonyme, c'est Murcia qui avait écrit ce tract, parce qu'il est au service militaire en 68, et c'est lui d'ailleurs qui va ensuite être prof de collège d'enseignement technique et s'occuper pas mal de l'intervention dans le CET. Il y a en 1970, et c'est là, si vous voulez, que ça prend une dimension plus massive, un procès à Rennes, là même où Dreyfus avait été jugé, d'après la plaidoirie de Leclerc, de Maître Leclerc, Hervé de Vautrouilleux, puisqu'ils ont fait un noyau de type comité de soldats, et il y a une grande campagne, avec notamment dans les lycées des comités pour la libération des soldats emprisonnés. Et ça connaît un grand succès. Ça connaît un grand succès en 70, donc on a ça en substrat. On a, à partir de 71-72, un approfondissement de cette dimension anti-autoritaire, antimilitariste, avec l'existence de plusieurs types de collectifs. On a Alerte, le mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté. On a les objecteurs de conscience, on a les antimilitaristes avec lutte antimilitaire, le comité antimilitariste, avec le comité de défense des appelés, et dans les lycées, dans les lycées aussi, il y a une propagande sur l'armée antimilitariste qui existe et qui se traduit, par exemple, par des actions pendant les conférences organisées par l'armée dans les lycées. Alors ici, le tract est tout petit, mais ça se passe au lycée Turgot en 1900, début 73, où effectivement l'administration du lycée organise une réunion avec des représentants de l'armée qui viennent recruter pour les EOR, pour les élèves officiers. Et je vous donne l'anecdote, grosso modo, les gens rentrent dans la salle, arrivent en chantant la Marseillaise, ils étaient à peu près une centaine, donc l'administration et les militaires sont très contents, ils avaient un peu peur. Effectivement, il y a 100 personnes qui rentrent en chantant la Marseillaise, et puis une fois qu'ils sont assis dans la salle, ils commencent à chanter l'Internationale, et puis ils foutent le bousin, et ils sortent, et ils empêchent les militaires de sortir. Bon. Donc les militaires sont quasiment séquestrés dans le lycée
pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, avant qu'il y ait l'ordre de dispersion, avant que la police n'intervienne pour libérer les militaires emprisonnés dans le lycée caserne. Bon, Turgot. On a par ailleurs d'autres préoccupations, un autre contexte. Bon, il y a la dimension internationale avec la guerre du Vietnam élargie à l'Indochine. Et au niveau de la France, bon, donc Pompidou président, Messmer Premier ministre, donc c'est vraiment le conservatisme, Debré ministre des Armées, Fontenelle l'éducation nationale, mais l'opposition, Parti communiste, Parti socialiste et radicaux de gauche, ont formé depuis juin 1972, sur la base du programme commun de gouvernement, a au programme la réduction du service militaire et l'abrogation de la loi Debré, l'union de la gauche, avec des législatives donc qui doivent avoir lieu le 4 et 11 mars 1973, puisque c'est la fin de la Chambre issue des élections de juin 1968. Contexte de l'enseignement secondaire, bon, c'est un fort développement démographique. 1142 lycées dans toute la France, dont 276 lycées techniques, 321 lycées polyvalents, c'est des gros groupes scolaires. On a lycée classique, moderne, lycée technique, collège, prépa. Bon, c'est l'exemple de Cachan, du groupe scolaire de Cachan. C'est une petite importance. On a 4009 collèges, je ne reviens pas sur le détail, 1161 collèges d'enseignement technique, et on produit aux environs de 180 puis 190 000 bacheliers en 72 et puis 73 après le mouvement. Il y a 750 000 étudiants en 1971. Il y en a en fait avec les étudiants en IUT en 72-73 autour de 850 000. Bon, vous avez sur la colonne de droite le nombre d'élèves. Deuxième cycle long, c'est un lycée classique et moderne, c'est à peu près 1 million, c'est 900 000. Bon. Les classes prépa qui sont au lycée, je n'ai pas compté les STS, là, parce que je ne les ai pas retrouvés. Et vous avez, alors c'est très important, ce qu'on appelle le deuxième cycle court, c'est les collèges, c'est l'enseignement technique court. Ceux qui préparent le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, et le brevet d'études professionnelles, sachant que beaucoup de CAP sont reconnus dans les conventions collectives, dans la plupart des cas, mais pas les BEP. Ça a une importance. On a un certain nombre d'exclusions. Là aussi, Charlie Nashman, il est exclu de Balzac. Il faut le faire, parce que Balzac a accueilli tout le monde. Il va se retrouver au lycée Colbert, d'où il va être exclu aussi pendant le mouvement de la loi Debré. On a des exclusions à Montaigne. On a, en novembre, début décembre, déjà l'affaire Vander, elle est importante parce que c'est un lycéen comme un autre exclu, qui est membre de la JS, mais là se met en place un petit peu ce qui était peu courant à l'époque, une sorte, le collectif qui va avoir un rôle important au moment de la loi Debré, à l'AMR, à la Ligue communiste, à Révolution, qui ont l'habitude de travailler ensemble. En fait, la JS fait son arrivée dans les coordinations, dans les réunions unitaires, même s'il y avait eu des choses avant. Là, ça va devenir plus systématique. Puis enfin, importance aussi du contexte, c'est l'affaire Pailleron, donc le CES Pailleron qui, dans le 19e arrondissement, à côté du lycée Bergson, non loin d'un des sièges, je crois du dernier siège d'ailleurs de l'UNEF 71-2001, dans lequel il y avait des archives, petit clin d'œil. Donc là, ce lycée, des élèves mettent le feu, enfin bon, il brûle en très peu de temps. Donc c'est l'industrialisation de la construction des collèges, leur mauvaise qualité. On va voir ça revenir. Il y a une manifestation de 3000 personnes, 3000 lycéens, pour protester. Donc on est en février. Et on a toute une série de luttes où on remet en avant la sécurité, les locaux vétustes, notamment, ça va être important pour les collèges d'enseignement technique. Alors, on en arrive à la loi Debré.
La loi Debré, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui était préparée par la Commission Armée-Jeunesse en présence de l'UNEF en 1969, qui s'accorde pour, grosso modo, supprimer les privilèges et donc supprimer les sursis pour les scolaires, histoire de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. La loi est adoptée en juin 70 à l'Assemblée nationale, au Parlement. Il n'y a qu'un seul vote contre. Il y a des abstentions de la gauche. Il y a un seul vote contre, c'est Michel Rocard. Bon. Qu'est-ce que nous dit cette loi? Et elle a deux aspects. Elle introduit un recensement obligatoire de tous les jeunes de 18 ans, avant leurs 18 ans. Le service militaire passe de 16 à 12 mois, mais les sursis sont supprimés. Il y a des exceptions, on reste à 16 mois ou 24 mois, mais c'est... Il y a la reconnaissance d'un statut des objecteurs et donc la reconnaissance d'un service civil, mais il est interdit de faire de la propagande pour l'objection de conscience. Hein, c'est un peu comme droit à l'avortement, mais interdiction de faire de la propagande, c'est-à-dire de l'information sur ce droit. Contraception. Contraception, pardon. Contraception, oui, on n'était pas encore là. Voilà. Donc, cette loi Debré est votée en 70. Immédiatement, il y a une réduction du service militaire pour les nouvelles classes qui sont appelées, donc dès 70-71, mais la suppression des sursis, elle est prévue d'intervenir au 1er janvier 1973. Et donc, c'est là qu'interviennent les grèves dans les instituts universitaires de technologie. Alors, les IUT ont une grève à peu près annuelle, toujours en février. Au moment de février, c'est quasiment devenu une tradition. C'est un rendez-vous, c'est pour la reconnaissance des DUT dans les conventions collectives. Donc, ce sont des mouvements de grève où il y a des coordinations IUT, où il y a une intervention syndicale, des UNEF, du MAS, le mouvement d'action syndicale, où il y a implication des confédérations de salariés, puisqu'on parle de conventions collectives, et notamment au niveau des branches. Or, au cours de ces grèves, dans trois, à Marseille, à Orléans et à Cachan, il y a Laurent Batch, hein, qui est élève à l'ENSET, hein, puisque c'est un gros groupe scolaire, Cachan. Il y a des étudiants qui ont reçu leur feuille de route. Alors, il n'est pas certain, ça il faudrait éclaircir un jour, que ça a été vraiment les feuilles de route, c'est-à-dire les demandes, c'est-à-dire les gens vont partir en avril, bon, mais c'est comme ça que ça a été perçu, c'est sans aucun doute plutôt l'appel au recensement. Hein, ils reçoivent des convocations pour se faire recenser, mais ça devient, donc ça c'est un point à vérifier. Si c'était vraiment les convocations en pleine année scolaire, ça semble un peu curieux, sachant que le contingent qui doit partir, qui part, c'est tous les 2 mois, donc le 2 février, le 2 avril, le 2 juin. Bon, mais il se trouve que c'est rajouté dans ces revendications. Alors, dans un meeting que je racontais sur Mediapart, la Ligue communiste, hein, ce n'est pas la LCR, c'est la LC, elle n'est pas encore dissoute, a adopté l'armée comme un de ses axes d'intervention, notamment dans les lycées. Et dans un meeting législatif, pour les élections législatives, Christian Poirier des Sports, où il y a des gens de province qui viennent, il y a des Marseillais, des gens d'Orléans, il y a de Cachan, et en réunion immédiate sur place, à 6-7, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait, hein, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la préparation de la rencontre nationale des Cercles Rouges les 10 et 11 février, donc quelques jours plus tard, des Cercles Rouges lycéens. Et donc là, le mouvement, hein, disons, le mouvement influe sur
il faut qu'on précise plus, ce n'est pas simplement une campagne générale contre l'armée, contre la loi de Bray, hein, donc ça c'est la réunion nationale des cercles rouges lycéens, au cours de laquelle est adopté un appel, hein, à lutter contre la loi de Bray, à s'inspirer de l'exemple belge, puisqu'il y a une délégation de Belges qui est là, et à une journée nationale d'action le 26 et 27 février, à 2 journées, étant entendu qu'il y a les vacances de février qui s'étalent sur 2 semaines, et Paris donc rentre le 26 février. Voilà comment ça se passe, c'est cette proposition de mettre en avant la lutte contre la loi de Bray avec des comités unitaires contre la loi de Bray. Alors, l'exemple belge, qu'est-ce que c'est que cet exemple belge? C'est qu'on a en Belgique un projet de loi, donc ce n'est pas une loi adoptée, c'est un projet de loi. C'est un projet de loi qui est, même chose, hein, suppression des sursis, et dans lequel on a immédiatement un mouvement absolument gigantesque dans les lycées, puisqu'il va aller, d'après le ministre lui-même, jusqu'à 175 000 manifestants. La Belgique est beaucoup plus petite que la France, il y a moins d'habitants et moins de lycéens. Donc là, on a vraiment un mouvement de fond avec des comités et avec une coordination, hein, qui s'appelle le Front national lycéen. Bon, ils ne disent pas coordination, ils disent Front national lycéen, et avec des mouvements de grève, des manifestations, et effectivement, ils vont arriver à obtenir satisfaction. Voilà. Donc, évidemment, l'exemple belge est brandi par les militants. Est-ce qu'il va être suivi, hein? Donc là, VDB, c'est le ministre Van den Boynons, qui est un homme politique belge, qui a été Premier ministre, qui a fait beaucoup de choses, mais là, il était à la Défense. Et vous avez un tract qui est du lycée français de Bruxelles. Donc, un comité de lutte qui s'est créé au comité à Bruxelles, et la question de savoir est-ce que ça va prendre. Alors, ça prend mal. C'est-à-dire, ça prend assez bien en province avant le 26 et 27 février, où on a déjà des manifestations, on va le voir après, mais à Paris, la rentrée, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de grosse assemblée générale. Par contre, il y a des comités. C'est-à-dire que sont formés des comités, il va y avoir une coordination parisienne et un bulletin, dont vous avez un exemple ici, qui s'appelle Info Lycée. Je rappelle qu'à l'époque, il faut envoyer avec des timbres, il faut le renéoter, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone portable. Bon, il faut tout de même remettre dans le contexte, y compris technologique. Bon. En province, par contre, on a un bon développement avec des grosses manifs, notamment à Marseille. Là, on donne quelques exemples. Brest, 150 manifestants. Clermont-Ferrand, 1500. À Paris, on en a eu 300. 300, il y a une manifestation semi-clandestine de 300 personnes, en fait, jusqu'à peu près jusqu'au 10 mars. Il y a de temps en temps une assemblée générale, une grève de 24 heures à Condorcet ou au lycée technique d'Hydro, mais il n'y a pas de lame de fond. Alors qu'il y a en province, on sent venir un mouvement de fond, province et petite ville. Bon. Alors là, évidemment, on est dans l'inventivité. Sur l'air de la mère Michel, c'est le père de Bray qui a perdu sa loi, qui crie au ministère « moi je veux des soldats », etc., etc. Donc, convocation d'une coordination nationale pour le 14 mars, avec, par la coordination parisienne, avec 2 délégués par lycée, on dit 2, 3 délégués par lycée, et avec une affiche qui est préparée par la coordination parisienne, donc 5000 exemplaires, 1300 francs, il y a 700 francs qui ont été récoltés avant le 14 mars. Bon, bah c'est donc
je ne sais plus, oui, je crois que c'est rentré dans les frais immédiatement après. Donc, c'est effectivement Révo qui imprime l'affiche. Et donc, à la veille du 14 mars, en fait, ça se modifie sur Paris. On va avoir une généralisation de la grève. Là, je vous ai donné 2 exemples. C'est le lycée Charlemagne en grève, donc dès le 14 mars au matin, et le lycée Fénelon, qui est un lycée de filles. Ça, c'est un peu plus tard que le 14 mars. Pourquoi c'est important, cette histoire, c'est qu'en fait, les militants comprennent que la passivité apparente avec laquelle l'agitation militante était reçue était liée à un certain niveau de politisation. C'est-à-dire que ce n'était pas tout à fait une indifférence, mais plutôt, et ça s'est fait à partir de remarques d'élèves, de lycéens. Moi-même, je comprends ça dans ma classe le jour où, quand le lundi, le lendemain du 2e tour des élections où la gauche perd, il y a un type, je crois, Frédéric Chabrier, qui est un gars assez rigolo, de gauche et tout. Ce n'était pas un militant qui, grosso modo, qui était pas dans le comité contre la loi Debré, qui suivait de manière sympathique, mais sans plus. On ne savait pas trop ce qu'il pensait, qui vient me voir en me disant, bon, ben là, il faut y aller. Bon, il n'y a pas d'autre voie. Bon. Et donc, sans doute, une bonne partie des bastions lycées parisiens, et dans quelques grandes villes, mais surtout parisiens, qui avaient eu tout de même vécu pour un certain public militant un certain nombre d'échecs de mobilisation l'année précédente, ou les 2 années précédentes, notamment contre la circulaire Guichard, et attendaient, étaient plutôt attentistes, et effectivement là, ça démarre. Donc, le 14 mars, il y a 4 lycées en grève, le lendemain, il y en a 10, le samedi, il y en a une vingtaine. Il y a des manifestations quotidiennes après la coordination du 14 mars, dont je peux donner quelques chiffres, par exemple à Paris. Voilà, donc le 14 mars, il y a 300 à 400 élèves qui manifestent de Condorcet et Mallarmé, qui manifestent jusqu'au lycée Chaptal. Le 15 mars, 1 millier de lycéens de Charlemagne, Turgot et Condorcet, qui débouchent dans la cour du lycée Charlemagne. C'est là où Michel Field, d'ailleurs, intervient à la télévision, puisque les télévisions sont là. Ce qui fait que ma chère proviseure ne savait plus où se mettre. D'ailleurs, elle était cachée dans son bureau en attendant que ça passe. Le 19 mars, il y a 1200 manifestants à Nation, d'après les RG, 2500 d'après l'AFP. Le 20 mars, on a plusieurs manifestations qui regroupent entre 15 à 20 000 manifestants, 5 000 de Vincennes à Nation. Il y a une manifestation, par exemple, alors c'est toléré par la police, c'est toléré par la police du moment qu'on ne rentre pas en centre-ville. Je donne une anecdote, c'est donc on part de Clichy en direction de... On peut faire les boulevards, etc. Enfin, on peut faire ces boulevards-là. Évidemment, on n'a pas le droit de rentrer dans Paris. Donc, on a, je le dis parce que c'est en même temps très actuel, on a un cortège de tête. Il y avait peut-être y avoir 2 000 à 3 000 manifestants, il y avait 300 à 400 personnes devant. En cortège de tête, c'est pas forcément qui ont des gens qui ont bon, c'est des gens qui sont devant. Bon, c'est comme aujourd'hui, c'est pas forcément des gens qui ont envie d'être violents, mais c'est plutôt être devant. On veut pas être derrière le SO, bon, l'organisation et tout. Et devant, donc il y a la police. Et à un moment donné, on passe devant, après le lycée de Cours, il y a une petite rue qui va à droite vers la gare de l'Est, et donc la police avance, le cortège de tête, entre guillemets, avance, et le cortège officiel, organisé par la coordination locale, s'engouffre dans cette rue, pendant que les policiers pensent qu'ils sont devant une manifestation qui est déjà partie ailleurs et qui va arriver se disperser à la porte Saint-Martin, ayant
ayant atteint le centre de Paris qui était interdit sans violence et sans problème, avec dispersion immédiate, après discussion avec le commissaire de police chargé par la préfecture de nous accueillir. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, donc on a toutes ces micro-manifestations qui grossissent de jour en jour et qui vont être prises par la presse. Alors, tout ceci, toute cette agitation avait été dénoncée comme gauchiste, provocatrice, qui troublait les élections et qui risquait de troubler les électeurs de gauche. Bon. C'était à peu près le discours tenu par le Parti communiste et l'UNCAL. On a un certain nombre de déclarations, tout en comprenant que l'émotion, les revendications, mais attention à la manipulation gauchiste. D'où tout de même, face à cette montée, une manifestation est organisée par UNCAL, CGT-PC, le 21 mars à Paris et bien aussi en province. À Paris, cette manifestation regroupe 10 000 personnes selon les organisateurs, 4 000 selon la police. Hein. Chaque fois que j'ai les chiffres, je vous le dis, bon, c'était effectivement de l'ordre de plusieurs milliers et milliers qui ont manifesté hier, donc le 21 mars, et il y a un retournement de situation dans la nuit, puisque la manifestation, juste après la dispersion de la manifestation du 21 mars, la préfecture de police interdit la manifestation du 22 mars, prévue le 22 mars, et on se retrouve avec une manifestation interdite. Et vers minuit, donc les comités de grève sont réunis au local de la Ligue communiste, hein, enfin, la coordination, un peu tout le monde. Ça ne pose pas de problème. Hein. On va d'un local à un autre. Il y a eu à un moment donné une réunion dans le local de l'OCI Faubourg-Saint-Martin du collectif lycéen. Bon, donc ça ne pose pas de problème hein, à l'époque. Bon, ça ne choque personne. Et coup de fil de la Fédération de l'éducation nationale, donc au local de la Ligue. La FEN appelle à la manifestation, proteste non seulement contre l'interdiction, appelle à la manifestation. La CGT soutient, l'UNCAL aussi, toutes les UNEF, bon, l'UNEF, dite Renouveau aussi. Et donc, ça devrait normalement lever l'interdiction. Il se trouve que l'interdiction n'est pas levée et que la manifestation du 22 mars à Paris va tout de même regrouper entre 40 000 manifestants selon la police et 100 000, voire 120 000 à un moment selon les organisateurs. Donc, je raconte, la police dit 28 000, 28 000 pour le 22 mars. Mais la police s'attendait à 10 000 et les organisateurs à 20 000, 30 000. C'est ce qui est expliqué à la préfecture dans les dernières négociations. D'enfer est interdit, donc ça se passe de manière tactique avec 5 rendez-vous. Chacun des membres du collectif lycéen auquel est adjoint, enfin en fait, qui est appuyé ou aidé par un membre des services d'ordre des organisations politiques qui soutiennent, c'est-à-dire Révolution, AJS, Ligue et AMR. Bon, il y a une dernière réunion du collectif à 12h30, 1h sur place dans un café à côté de d'Enfer, où il est constaté que d'Enfer n'est pas atteignable, donc c'est des rendez-vous qui sont Montparnasse, Salésia, Place d'Italie, Gobelin, et je crois que Port-Royal. Finalement, tout cela va converger vers Place d'Italie. Il y a un cortège de UNCAL, UNEF, hein, qui va se disperser vers 17-18 heures, donc qui fait partie de l'ensemble, hein, qui est dans l'ensemble. Et la manifestation est orientée vers les boulevards extérieurs et se finit plutôt mal hein, par des affrontements. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de savoir, je l'ai dit tout à l'heure, les 5 cortèges arrivent à converger. Il y a un système d'estafette hein, qui est noté par la préfecture de police, hein, aux mobylettes, donc qui se déplace.
on peut téléphoner dans les locaux d'organisation, dans les locaux où il y a une permanence qui reproduit, qui disent voilà, il faut aller à Place d'Italie, regroupement Place d'Italie, et voilà. Donc le 22 mars est un succès. C'est là qu'il y a le slogan, 5 ans déjà, coucou, nous revoilà. On a des manifestations par contre-province très massives. Hein. Bon. Alors, je reviens sur les coordinations, parce que là, je n'ai pas fait dans l'ordre chronologique, j'ai dit qu'il y avait une coordination nationale le 14 mars, et il y en a l'autre, la suivante, c'est le 24 mars. C'est important pour le système d'organisation, parce que le 14 mars, il y a environ 350 personnes dans un amphi de Jussieu, enfin plutôt à Guy de la Brosse, dans la rue de Guy de la Brosse, dans cet amphithéâtre-là, où il n'y a pas de mal à avoir 350 lycéens. On a le chiffre, là, bon, il y a à peu près une quarantaine de villes, dont des villes, des comités de grève, un comité central de grève de l'Aveyron. Bon, là, vraiment, c'est là que tout le monde comprend qu'il y a quelque chose de profond qui se passe. Donc, il y a adoption de la plateforme avec le mot d'ordre, le rajout d'extension des sursis. Donc, il y a un débat dans la coordination entre la position AJS qui est simple rétablissement et le reste de la coordination, la majorité qui dit qu'il faut s'adresser aux jeunes travailleurs, travailleuses, à tout le monde, pas paraître comme des privilégiés, défendre un privilège. Si on demande l'extension des sursis à tous les jeunes. Bon. Et bon, voilà. Mais le 24 mars, la coordination du 24 mars, est convoquée à Jussieu, toujours, et il y a à peu près 800 personnes. C'est-à-dire qu'il y en a 400 dedans, 400, 500 dedans, 300 dehors, non sonorisés. C'était victime du succès. Donc, il y a adoption d'un autre système de coordination qui va être pour les lycéens, pour les lycées, qui est celui des délégués. La structure, ce sont les coordinations de ville ou les coordinations locales de quartier, de banlieue pour l'Île-de-France. Parce que quand il y a à peu près 70%, 80% des lycées qui ont été touchés par la grève, hein, ça fait tout de même plusieurs centaines de lycées et on ne peut pas équiper. Donc, il faut trouver un système donc de 2 étages, des coordinations locales et puis une coordination nationale. Bon. Ça a un effet pervers. Ça a un effet qui est pervers par rapport pour les organisations dominantes. Je donne un exemple. La Ligue est majoritaire. Et la tendance générale, d'ailleurs, quand il y a des élections, de la part de la plupart des gens, c'est d'élire les gens de la Ligue. Donc là, le mot d'ordre donné par la Ligue communiste à ses militants, jamais plus d'un candidat. Il faut qu'il y ait d'autres forts, il faut qu'il y ait de la place pour les autres. Bon. Sinon, on risque d'avoir 70-80%, c'est pas bon. Bon. Et du coup, d'ailleurs, c'est la Ligue qui décide que dans quelques endroits, pour que tout le monde soit représenté, il y aura une place. Ici, ça sera l'AMR, ici, ça sera Révo, ici, ça sera... C'est-à-dire, ce n'est pas partout, mais c'est au moins se dire il faut garantir que tout le monde soit là, parce que la dynamique du système adopté est une dynamique majoritaire, qui accentue le phénomène majoritaire. Donc, vous voyez un petit peu le problème, comment on est dans une sorte de manipulation, mais qui est une manipulation qui ne vise pas à prendre le pouvoir, mais plutôt à le partager. Bon. Donc, c'est intéressant comme configuration et comme problème. Bon, voilà, je le cite pour mémoire. Les étudiants se mettent en mouvement, on y reviendra peut-être dans la discussion là pour aller vite, sur notamment la question du DOG.
donc diplôme à Bac+2, qui est immédiatement relié à l'histoire de la loi Debré en se disant c'est ça, il y a la loi Debré, à la fin de chaque cycle d'études, l'étudiant qui a fini son cycle d'études, il va au service militaire, et donc, s'il y a un barrage à Bac+2, ça veut dire que tout ça est très combiné. Tout ça va ensemble. Loi Debré plus Doeg égale sélection. Ce qui fait que quand les gens reviennent du service militaire, ils n'ont peut-être pas envie ou plus l'envie, ils ont les études qui sont coupées, et ils ne poursuivront pas en 3e année, en licence, en licence. Bon. Oui, parce qu'on n'a pas encore tout à fait les maîtrises. Voilà. Ça, c'est côté étudiant, donc où il y a une coordination qui se met en place, qui reprend déjà des expériences précédentes de 5 délégués par fac. Bon. Donc ça, c'est toujours à peu près le cas, ce qui va rester. Le technique s'affirme. C'est quelque chose que moi, j'ai vu dans les recherches ultérieures. On l'a vu sur place, mais dans les recherches ultérieures, c'est phénoménal. La place des élèves du technique, lycée technique et collège d'enseignement technique, mais bien avant la loi Debré, déjà on le voit dans l'affaire Guyot, mais c'est plutôt invisibilisé. Et là, d'abord, le problème, c'est que les collèges d'enseignement technique, ils ne sont pas concernés par la loi Debré, puisqu'ils ne poursuivent pas d'études supérieures. D'où d'ailleurs l'importance de l'idée de l'extension. Les élèves du technique rencontrent des problèmes de conditions de travail, d'horaire. Le CET, c'est non seulement la caserne, mais c'est l'usine. Et c'est vrai, avec des contremaîtres, enfin des professeurs qui se prennent souvent pour des contremaîtres, avec un côté un peu brutal, voire violent, et le racisme. On l'avait vu il y a 10 ans dans le séminaire, quand on avait regardé les vidéos des archives Morlock, de Joseph Morder, où il a estimé et là, c'est vraiment apparu tout d'un coup, les banderoles sur le racisme, contre le racisme. Et c'est vrai que les lycées, c'est très les lycées classiques et modernes, c'est très blanc. Les enfants de l'immigration, ils commencent à être scolarisés, mais par la voie de l'enseignement professionnel. Et donc, il y a un groupe lutte ouvrière qui, d'habitude, méprise, pas au sens moral, mais donc considère comme secondaire les luttes de la jeunesse scolarisée, qui a compris qu'il y a un vivier de recrutement de futurs ouvriers. Et donc, lutte ouvrière met à peu près 500 ou 600 de ces militants en arrêt maladie. Et ils vont aller aux portes des collèges d'enseignement technique et ils vont donc encadrer, à la fois encadrer, donner un soutien à des jeunes, l'enseignement technique. C'est très jeune, c'est des gens de 14, 15, 16 ans, souvent, c'est dans les collèges, lycées techniques, c'est autre chose. Et donc, ils vont être à l'initiative d'une coordination spécifique du technique en affirmant cette spécificité. Et donc, on va avoir autour d'un thème, d'ailleurs, qui les rend populaires, c'est on n'est pas concerné par les sursis, c'est à bas le service militaire. Bon. Plus toutes les revendications spécifiques du technique. D'ailleurs, à la fin du mouvement, lutte ouvrière transforme la coordination du technique en ceux du technique, c'est-à-dire leur organisation dans le technique. Bon. Voilà. Il rejoue 5 ans après à ce qu'avait fait Rouge en disant les cales sont morts, vive les comités rouges. Il le rejoue, mais de manière effectivement pour plusieurs années très encadrante et très encadrée. Voilà. Donc là, on a vraiment 3 coordinations et un intercollectif. Donc à partir de ce moment-là, à peu près à partir du 24 mars d'ailleurs, on a un intercollectif des 3 coordinations qui va lancer entre autres des journées de popularisation, 27 et 28 mars,
Le 28 mars se tient la commission armée-jeunesse dans laquelle une délégation des coordinations veut rentrer, on les empêche, bon, ils ne sont pas conviés, on les met dehors, et la CFDT, le MRJC, la GEC sortent la commission armée-jeunesse en protestant contre le refus de la commission de recevoir les porte-paroles du mouvement et de la coordination. Donc, on a bien un printemps des manifestations. Il y a des manifestations de l'enseignement technique dans Paris, pareil, 27-28 mars. Donc, il faut informer, populariser dans la population. C'est à ça que servent aussi les manifestations. Alors, il y a la dimension contre-pouvoir, ça on pourrait revenir dans la discussion, mais qui est absolument extraordinaire, qui est dans toute une série d'endroits, les comités de grève ont pris possession. Ils ont pris possession des machines, avec ou sans autorisation. Alors, ça va dépendre évidemment des bahuts, mais voilà. Il y a même Daniel Ben Saïd qui va jusqu'à parler d'un soviet lycéen et étudiant. Et là, on voit une photo à Jussieu d'une coordination étudiante. Les contre-cours. Alors ça, c'est tout à fait bien de rester un peu là-dessus par rapport au reste, puisque le reste, c'est l'occupation des bahuts, des commissions, les tracts, les discussions, la fête, la dimension fête, qui est très importante, puisqu'il y a même dans la coordination, il y a un mot d'ordre de la grève continue et la fête aussi. Bon, faut occuper les élèves. Donc, c'est quoi les contre-cours? En fait, ça part d'un besoin. Comme toujours, ça part pas d'une idée théorique, mais ça part de trucs pratiques. Bon, je donne d'exemple à Charlemagne, il y a des prépas scientifiques et il y a des terminales qui préparent le bac C, d'ailleurs mathématiques. Donc, comment faire tenir la grève? On demande aux prépas de donner des cours de soutien aux élèves des terminales, qu'eux-mêmes vont donner des cours de soutien. Donc, ça démarre comme ça. Ce n'est pas du tout la dimension subversive au début, même si quelques-uns on y voit la signification. Mais en gros, ça va être le cas dans les exemples qui sont donnés, cours parallèles, jusqu'au moment où on arrive à ce que dans toute une série d'endroits, il y ait une signification affirmée pédagogique, c'est il faut un autre type de relation pédagogique, des cours qui sont faits par les élèves. Et là, on a une réaction très forte, corporative, on peut dire corporatiste, des enseignants et du SNES, qui disent on soutient le mouvement, on soutient les revendications, mais les cours, ils sont faits par les profs. Il n'y a pas de contre-cours qui tiennent, et il y a des débats dans le SNES, l'école émancipée, dans les écoles émancipées, et la tendance rénovation syndicale soutiennent évidemment ces expérimentations pédagogiques. Il y a une nouvelle journée de manifestation le 2 avril, donc là on s'occupe, on arrive vers la fin, de s'adresser à la population. La population doit pouvoir participer, d'où manifestation à 18h. Manifestation à 18h, et c'est en même temps le jour de départ du contingent, le 2 avril. Avec une menace, d'ailleurs, c'est que si la loi n'est pas retirée, on boycottera la loi de Bré. Bon, ce qui est quasiment un appel à l'insoumission. C'était aller un peu fort dans l'enthousiasme du moment. Et ces manifestations, elles vont regrouper autant à l'échelle nationale que le 22 mars, moins dans certaines villes, plus à Paris, puisqu'elle est légale. Elle est plus importante, donc les organisateurs disent 200 000, c'est là où la police dit 40 à 50 000. Ils disent 40, puis après 50 000. Bon, donc c'est effectivement important. Cette manifestation, donc, elle s'adresse au mouvement syndical des salariés, où il y a un certain nombre de soutiens. Bon, et puis tout le monde soutient, c'est obligé. Mais il faut aller plus loin, à savoir, est-ce qu'on va arriver à co-organiser avec les syndicats de salariés?
sachant qu'il y a un problème de représentativité, c'est-à-dire que pour l'UNCAL, pour l'UNEF Renouveau, mais aussi pour l'UNEF Unité Syndicale, puisqu'il y a des discussions entre les coordinations et les confédérations, hein, pour ces organisations-là, l'enjeu, c'est de continuer à être reconnu par le mouvement syndical ou de se faire reconnaître. Bon. Pour l'UNCAL ou l'UNEF Renouveau, dite Renouveau, il n'y a pas de problème. Bon. Mais pour l'UNEF Unité Syndicale, signer un tract commun en tant que tel avec... pardon. Quoi? Je suis revenu. Voilà, signer un tract commun avec la CGT, la FEN, avec l'UNEF, avec l'autre UNEF, avec l'UNCAL, etc., ça vaut reconnaissance. Donc, jusqu'à la veille du 9 avril, il y a une discussion, puisqu'évidemment, du côté des comités de grève, l'idée, la légitimité des comités de grève, ce sont les AG, les comités de grève, dans lesquels d'ailleurs il y a des syndiqués et des non-syndiqués, donc il n'y a pas de raison que d'autres courants, on a les débats de 86, hein, bon, qu'on va avoir à nouveau en 1986 pendant de Vaquet. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui soient deux fois, une fois comme membre de l'accord des comités de grève et une fois comme en tant que tel. La solution qui est trouvée, le compromis qui est trouvé, c'est celui de 3 lignes. Refus de la CGT de mettre Renault, qui vient d'être en grève, de se mettre en grève depuis plusieurs jours en tête. Bon, ce qui était proposé par les comités de grève. Donc, première ligne, c'est les syndicats de salariés. Deuxième ligne, c'est les collectifs. Troisième ligne, c'est effectivement les syndicats, les deux UNEF et l'UNCAL, étudiants. Et donc, il y a un tract qui sort. Le 9 avril, on est à la veille des vacances en plus. Il y a un essoufflement et ce débat-là a tout de même éprouvé le mouvement et son autonomie. Voilà. Bon, donc, il y avait des courants qui étaient opposés. Une partie des directions lycéennes et étudiantes de la Ligue était opposée à ce compromis. Le bureau politique de la Ligue pèse de la Ligue communiste pèse pour parce que c'est l'occasion d'être malgré tout reconnu d'avoir une reconnaissance quasi officielle. Voilà. Donc ça laisse des traces. C'est toujours un peu des débats. Alors après le 9 avril, ça va extrêmement vite. Hein. On a les vacances, on a la répression, il y a des exclusions, des réintégrations avec signature de documents d'engagement, mais de toute façon, le mouvement est à peu près fini. La dernière coordination du 28 avril, l'UNCAL n'est plus là, la JS s'en va, chacun reprend ses billes. Donc, ce que vous avez là, c'est le projet de résolution, je crois, qui n'a jamais été voté, et qui se concluait par continuer les comités contre la loi Debré, en les transformant pour qu'ils abordent les problèmes de l'armée, des conditions de vie et de l'école. Hein. C'était quasiment une sorte de plateforme de type syndical, mais en fait, ça n'aura pas lieu. Le 1er mai, c'est les comités de grève, enfin les collectifs appellent à un cortège qui part de lycée Turgot jusqu'à Hôtel de Ville, départ du cortège syndical officiel, mais il n'y a plus l'UNCAL dedans. Et donc, on se retrouve dans la formule classique de l'époque, cortège d'extrême gauche animé par l'extrême gauche derrière et cortège syndical devant, et au milieu, un service d'ordre qui sépare bien les deux. Postérité, la loi Debré n'est pas abrogée, elle est un peu aménagée. Chacun reprend ses billes, il y a tout de même les 10%. C'est-à-dire qu'il répond au contre-cours, qui sera l'année suivante 10% du temps qui est laissé aux élèves pour discuter et organiser de ce qu'ils veulent. On a du point de vue militaire, enfin de l'antimilitarisme, le Larzac.
Il y a l'IP 73, ça démarre en juin, 18 juin, donc il y a un cortège lycéen, des cortèges lycéens, mais on n'est plus dans le mouvement contre la loi Debré. Il y a les comités de soldats donc, qui se développent, voilà. Et Michel Debré, lui, il a quitté le gouvernement le 28 mars. En attendant d'autres destinées, tandis que se formait le gouvernement Mesmer II. Merci. Voilà, voilà. Bon. Donc, on peut y aller sur des choses que j'ai laissées traiter. Qui veut? Moi, je peux éventuellement enchaîner. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On entend du vent, mais... Bon, désolé, oui, je suis dans le vent. Mais très rapidement, juste pour savoir si tu peux revenir un peu sur les coordinations et par rapport à ce qui te faisait réagir par rapport aux coordinations actuelles qui vont se réunir ce week-end sur les quotas par nombre de personnes dans les AG. Oui. Oui, c'est... Alors, juste une chose, c'est... là, on a... bon, là, on a en 73, comme en 80, on aura en 86, on a un mouvement homogène de grève. Donc, il y a des comités de grève. Bon, il y a la grève est générale, en tout cas dans les lycées, mais les facs aussi. Donc, grosso modo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'un côté les gros AG1 et de l'autre côté les petits comités. Ça se pose un petit peu le 14 mars, à la première coordination nationale, parce que là, on a un mélange de comités de grève, d'où l'importance d'ailleurs, du point de vue de la légitimité, mais pas institutionnelle, mais de dire, voilà, il faut que Paris arrive à la coordination avec au moins quelques bahuts en grève. Bon. Donc le lundi, c'était Condorcet, et le mercredi, c'était Turgot, Charlemagne, Simone Veil. Bon, voilà, donc on n'était pas. Donc on passe de la coordination des comités contre la loi Debré à la coordination des comités de grève, en tout cas au niveau local. Alors c'est vrai qu'on a eu d'autres formes, on a eu des cas de mouvements, la plupart beaucoup de choix, des mouvements généraux, mais très hétérogènes, entre des facs dans lesquels il y avait une vraie grève, d'autres où c'était 100 personnes dans un amphi. Donc c'est vrai que là, la coordination, une coordination qui est convoquée, il y a un quota, moins de 100 personnes, plus de 200, 400. Bon, c'est finalement, ça permet d'essayer de coller à la réalité, de ne pas dire, voilà, dans un endroit, une fac en grève à 50, une fac en grève à 500, c'est pareil. Bon. C'est pas exactement pareil, à mon avis. Voilà. Non, mais c'est ça qui faisait réagir. Mais par exemple, pour les facs, ce qu'il y avait, alors, je ne sais pas si c'est dès 73, mais je crois que c'est 76, c'était 5 par fac et 2 par IUT, parce que les IUT étaient un petit peu à part. Après, maintenant, c'est peut-être plus compliqué avec les composantes. Bonjour, Johan. Bonjour, désolée, j'ai emmêlé les pinceaux, du coup, voilà, je pensais que c'était à 16h, c'était à 15h. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean-Philippe, mais c'était... Ensuite, 86, en 1986, il y avait eu... alors, je n'ai pas retrouvé, je dois l'avoir où, ça doit être quelque part, le mode de calcul des états généraux, où là, c'était une pondération entre le nombre de présents à l'AG et l'importance, le nombre d'étudiants inscrits dans l'université. Voilà. Alain. Oui, question évidente. Quelle mémoire a-t-on en 73 dans chacune des deux UNEF
des propositions de la commission armée-jeunesse et à partir du moment où on en aurait connaissance, comment justifier l'inversion d'orientation. Je ne sais pas si Guillaume peut répondre, parce que j'ai cherché dans les journaux d'après 71 du DEFRE. Bon, c'est l'UNEF 69, c'est l'UNEF PSU. Hein. Bon. Après, Mais sur la lancée de travaux antérieurs. oui, sur la lancée de travaux antérieurs. Mais donc, la mémoire après, il y a une condamnation, mais je n'ai pas vu, dans ce que j'ai vu, dans les quelques journaux que j'ai vus, il faudrait voir les documents internes que je n'ai pas revus, enfin, côté des deux UNEF, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour. C'est à bas la loi de Bray, rétablissement des sursis, mais on en a oublié l'origine. J'ai un peu cette impression-là, volontairement ou involontairement. Bon. C'est-à-dire, il y en a qui n'ont pas vécu, puis il y en a qui savent, et qui. Mais ça fait aussi partie de l'héritage gauche. Enfin, justement, on peut dire c'est l'UNEF décadente, décomposée, PSU, qui a fait ça à la fin, et alors que des deux côtés. Alors que là, on a un syndicalisme qui défend les intérêts étudiants. Guillaume. Tu mets ton micro, Guillaume? Ok, excuse-moi. Voilà, donc je viens de regarder un peu les archives de l'UNEF et de l'UGE notamment. Bon, j'ai pas travaillé du tout sur les mémoires de la commission armée-jeunesse, mais dès le mois de janvier, on voit par exemple dans le journal Grandes Écoles de l'UGE que la condamnation de la loi Debré est faite, qu'on réclame le rétablissement des sursis, mais en précisant bien qu'il n'y a pas de souhait de supprimer le service militaire. L'UGE, ça c'est une position classique des organisations communistes, il n'y a pas de contestation du service militaire, c'est simplement la question donc, des sursis. Moi j'ai une question, Roby, sur les coordinations. Quelle est la place des étudiants communistes de l'UNEF Renouveau? Est-ce que leur présence dans les coordinations étudiantes est repérée? Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai lu tout à l'heure un rapport sans doute d'Olivier Mayer, donc le président de l'UNEF, lors d'un collectif national du 24 avril 1973, qui est très surprenant sur le ton. On sent que l'UNEF est à l'aise, est en position de force, elle est plus arc-boutée comme en 70, enfin en 71, 72. Ça y est, elle est née, elle est formée, elle est structurée, elle a des initiatives nationales relativement conséquentes. Il y a le programme commun qui booste, qui lui donne une perspective politique. Il y a les élections législatives qui sont un échec, mais qui continuent à la légitimer, à légitimer son discours, parce que le programme commun est dans quasiment tous les tracts, comme étant la solution éventuelle. On dit, voilà, contre la loi Debré, c'est soit la loi Debré, soit le programme commun. C'est vraiment des thématiques persistantes. Et dans ce rapport, dont je ne suis pas certain du nom du rapporteur, il est indiqué que c'est une bonne chose que les étudiants s'auto-organisent. Le terme n'est pas utilisé, mais voilà, il y a une lecture positive des AG. Donc là, c'est un peu dissonant par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres, qu'on a pu voir lors de d'autres mouvements étudiants. Et le rapporteur appelle les militants de l'UNEF à les investir et même à les stimuler. Alors, est-ce que c'est une déformation liée à une lecture d'archives nationales, ou est-ce que leur présence a été repérée? C'était le 24 avril, c'est ça, le rapport? 24 avril, ouais, le CN, ouais. Donc, on est en plein mouvement, là. On est en pleine vacances. Le 24 avril, on est quasiment à la veille de la reprise. Et c'est donc avant la dernière coordination. Voilà, ouais. Voilà.
Mais non, il faudra creuser hein, sur les étudiants, y compris avec des interviews. Hein, bon, mais l'UNEF, enfin, elle est présente hein, à partir du 22 mars. À partir dans ils sont présents. Hein, ils rentrent. Ils rentrent dans les. Après le 22 mars, on rentre. C'est comme dans les bahuts. Hein, c'est pareil. Une cale rentre. Alors, je ne sais pas quelle représentation il y a eu ensuite à l'échelle nationale. Du côté lycéen, quasiment pas. Bon, de la rentrée de l'UNCAL rentre dans les coordinations, mais c'est trop tard, je veux dire. Enfin, c'est trop tard, même si on a des rapports. Il faudrait avoir Martine Baudin pour discuter avec elle. Donc, c'est pour ça que je voulais voir Sébastien aussi, pour voir un peu ce qui se passe de ce côté-là, côté UNCAL, et puis voir, oui, il faut approfondir. Ça, c'est ça, c'est la partie du chantier qui me reste, hein, c'est la partie étudiante. Mhm. Enfin, qui nous reste, hein, parce que c'est. Et puis, il y a aussi à explorer ce qui se passe au niveau local. Mais globalement, bien sûr que le programme commun, c'est une dynamique, hein, c'est une crédibilité. Je prends un exemple, je dis toujours, il y a le slogan extrême gauche, une seule solution, la révolution, et puis en face, Moyen, un seul moyen, le programme commun. Bon. Et oui. Ouais, Guillaume. Ouais, bah justement, sur cette question du programme commun, au niveau des organisations, à part l'UNCAL, l'UGE et l'UNEF, hein, Renouveau, est-ce qu'il y a d'autres organisations de jeunesse qui font explicitement et qui mobilisent pour le programme commun? Des organisations structurées. J'imagine que l'UNEF-US ne le fait pas. Non. Est-ce que la Ligue non plus, évidemment. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que s'il n'y en a pas, ça explique hein, cette assurance visible dans le rapport de Mayer d'avril 1973, qui sera beaucoup plus, cette assurance qui disparaîtra, que ce soit en 1976 et encore plus évidemment en 1986. Alors, la CFDT, non. Avec un double aspect. Enfin, au nom de l'indépendance syndicale, c'est effectivement, il y a l'aspect qui est d'ailleurs, enfin, qui est plutôt soutenu par l'aile militante, plutôt gauche CFDT, qui est dire effectivement, on ne va pas se lier les mains avec un programme électoraliste, voilà, bon. Et effectivement, qui rentre en concordance avec la dimension indépendance syndicale. La CFDT, ni le PSU d'ailleurs, hein, ne soutiennent le programme commun. Même, bon, ça va venir un peu plus tard, et ils s'en mordront les doigts, d'où le recentrage. Et plus jamais on nous reprendra à le recentrage de 77, ou grosso modo le discours d'Edmond Maire, c'est plus jamais on nous reprendra à refaire la même erreur de s'impliquer trop avec le politique. C'est grosso modo autonomie du mouvement social et autonomie du syndicalisme. Et derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a. Alors, je ne sais pas quelle était la position officielle, il faudrait vérifier, mais je crois qu'ils ne soutiennent pas non plus. C'est MRJC, GEC, JOC, la JOC qui est partagée, grosso modo, entre CFDT et CGT. Donc, il y en a qui, bien sûr, sont dans le tronc commun, ça vote. Bon. Et puis, dans la jeunesse, il n'y a pas le droit de vote hein, avant 21 ans. Il faut attendre 1974, ça compte beaucoup. Hein. Ça compte énormément. Alors oui, dans l'absolu, c'est bien, il faut que la gauche, etc., mais on ne peut pas en être acteur, puisqu'on n'a pas le droit de. On ne peut pas agir dans ce domaine-là, puisqu'on n'a pas le droit. Ce qui n'empêche pas hein, le militantisme électoral, les jeunes, auprès de leurs organisations, mais
Mais effectivement, cette dimension du programme commun de la dynamique d'union de la gauche, elle est pas perçue par par exemple, par l'extrême gauche. Il y a effectivement, d'où d'ailleurs le blocage stratégique ensuite, c'est parce qu'ils n'offrent rien. Quelle est l'offre à la fin du mouvement pour ceux qui veulent continuer? Bah, c'est soit adhère à une organisation politique, bon, soit tu adhères à quelque chose qui est syndical, qui vise large. Bon. Donc c'est vrai, comme ça, c'est la contradiction de. C'est pour ça que quand j'ai relu le texte, la dernière coordination, je me souviens qu'il y a un débat. Bon, parce que d'abord, la Ligue, elle a un rôle central de coordination, enfin de gestion, et pendant que la Ligue gère le mouvement, enfin gère, est tout de même très occupée là-dedans, très investie là-dedans, en fait, elle apparaît peu en tant que telle. Bon, il y a les journaux et tout, mais les militants sont pas là. Tandis qu'à peu près la JS, enfin Révo, l'AMR, qui n'ont pas la même charge, même s'ils participent, et à la limite, ils recrutent. Bon, deuxième élément, c'est la Ligue recrute. Enfin, la Ligue et les cercles rouges recrutent. Mais recrutent qui? À la fois des gens qui viennent à une organisation politique et des gens qui viennent là par défaut. Je prends l'exemple de Charlemagne. Il y a des gens qui viennent au Cercle Rouge parce que c'est moi, c'est des gens qui connaissent. Ils m'appellent le délégué syndical. Alors, je ne sais pas du tout à l'époque, j'ai tort à l'époque, son orientation syndicale. Et ils appellent le délégué syndical, donc ils viennent là-dedans, mais ils n'ont pas leur. Bon, ils auraient leur place dans un autre type de structure, pas dans une structure politique. Donc, et la Ligue n'offre rien. Et les débats, le débat qu'on a ensuite en direction de la Ligue, enfin lycéenne ou jeune, puisque les réunions étaient pour beaucoup communes, où le secrétaire lycéen propose de continuer les CCLD, enfin sous une autre forme, y compris avec une campagne qui serait la campagne 6 mois. La campagne 6 mois, parce que dans le programme commun, il y a les 6 mois du service militaire. Le service militaire est dû à 6 mois. Donc, on pense à une campagne de front unique. Et là, disons, un certain nombre de responsables dans ceux de la commission armée nous disent non, arrêtez là, on continue sur l'antimilitarisme, on construit les comités de défense des appelés comme structure de masse. Bon, c'est pas. Et voilà, quoi, c'est à peu près ce qu'on subit. Bon, d'accord. Bon, les temps ne sont pas mauvais pour la Ligue à l'époque, mais bon, on passe à côté d'autre chose. Christophe. De mémoire, dans le programme commun, il y avait bien le droit de vote dès 18 ans. Oui. Donc, à ton avis, dans quelle mesure ça a participé aussi de l'attractivité du programme commun vis-à-vis de la jeunesse à l'époque? Parce que c'était quand même, comme tu le disais, un frein énorme à l'implication politique, notamment au niveau des partis, quoi. Des partis on va dire des partis de masse, je ne parle pas des partis plus révolutionnaires. Oui, il y avait une dynamique. Bon, il y avait une dynamique dans la société. Elle se montrait pas de la même manière. C'est-à-dire des gens pouvaient voter ou se dire il faut être raisonnable voter, puis ils militent avec d'autres. Bon, ça c'est c'est du classique. Hein, c'est du classique, je veux dire, quasiment le vote utile. Bon, ce cas-là, il n'y a pas de vote. Mais effectivement, ce sont des arguments de comment dire, de recrutement, de conviction. Le développement aura lieu plus tard. Hein, le développement aura vraiment lieu plus tard. La manière, il faut voir de quelle manière est ressenti, par exemple, le mouvement par l'UNCAL, par l'UNFRE. Je pense que ça dépend des coins. Hein. C'est un peu comme la CGT en 68. C'est-à-dire, il y a la CGT telle qu'on la montre, qui freine des cas de fer et tout, et puis il y a ce qui se passe à la base tel que les gens le vivent.
hein. À savoir que bon, ben, les gens, il y a des structures syndicales, ils rejoignent révolution, réforme, il faut s'organiser. Donc là, je pense que dans un certain nombre d'endroits, les gens de l'UNCAL, les JC, bah, ils savent qu'ils ont été à contre-courant, c'est un peu dur, hein, c'est un peu dur, mais enfin, c'est pas grave, on a la classe ouvrière avec nous. Et puis, il y a d'autres endroits de villes moyennes, de petites villes ou en banlieue, où les gens ont participé du mouvement, ont été dedans, où il n'y a pas de, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de conflit. Bon, je pense que ça se sent bien. Bon, faut effectivement travailler plus globalement sur cet impact, puisque de toute façon, c'est un point de discussion. Mais grosso modo, on est tout de même encore à un moment donné où l'esprit de on n'attendra pas à chaque élection si on n'attendra pas les prochaines, hein, pour lutter. Bon, effectivement, il y a des luttes. Mais je crois que ça vient plus tard. Là, c'est trop tôt, hein. Mars-avril 73, ça vient, le programme commun, il est signé en juin 72. Bon, donc, pour les militants, c'est important. L'impact que ça a dans ce secteur-là, je crois qu'il est encore relativement faible. Parce que tout le monde est pour le droit de vote à 18 ans. Bon. Même, tu retrouves ça dans le programme de la Ligue, voire même à 16 ans. Droit de vote à 16 ans, il faudrait que je revoie, puisque à 16 ans, on a le droit de travailler, donc à 16 ans, on a le droit de voter. Voilà. Donc tout le monde a ça un peu dans son programme. Et puis, il y a aussi un côté, c'est un mouvement de type libertaire, hein, enfin, libertaires, c'est les débuts de l'écologie. Bon, bah, moi, je découvre les gens du bahut, tu en as deux qui sont aux Amis de la Terre. Et le local des Amis de la Terre, il est, à ce moment-là, il est dans un appartement de loi de 48, place des Vosges. Bon, aujourd'hui, c'est plus les mêmes prix, hein. Donc, voilà, donc il y a des... on voit bien prenons l'exemple, les Stinky Toys et Limedero, ses acolytes, ils naissent, ils se rencontrent en 73 au lycée Charlemagne, puisqu'il y a deux lycées de filles, Victor Hugo et Sophie Germain, et Charlemagne, lycée de garçons, où il y a Jacques No, pour ceux qui connaissent le groupe. Voilà. Donc là, il y a cette dimension festive. Bon, là aussi, des fois où ça passe à côté d'une partie des militants, hein, mais qui nagent, bon, plutôt ça surnage bien dedans, hein, Il y a d'autres dimensions aussi dans notre organisation, c'est par exemple les services d'ordre. Il y a le poids des services d'ordre d'organisation, hein, ça, on le voit bien, et en même temps, cette volonté à ce qu'il y ait une prise en charge par le mouvement. C'est-à-dire, grosso modo, que ce soit Révolution, MR ou Ligue communiste, qui sont la force un peu animatrice, propulsive, chacun a ses services d'ordre, mais la préoccupation, c'est de dire grosso modo, et il faut former un peu le maximum de personnes aux tâches de sécurité, services d'ordre, de manif, etc., etc. Et donc, on a des services d'ordre de lycéens, bon, comme en général dans les lycées où il y a des militants, ces militants, il y a au moins un militant qui est dans un service d'ordre, parce que ça se fait... ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est pas un recrutement militaire, enfin, c'est pas un recrutement de gens de gros bras, hein, c'est une tâche politique où tout le monde, tous les membres de l'organisation, hein, doivent passer un moment au service d'ordre. Voilà. Bon. Et ensuite, on pour tâche de former des autres, et même à l'extérieur. Et donc là, il y a vraiment des services. Donc, le réflexe, les services d'ordre par le lycée, par lycée, bon, ces discussions-là. Donc, il y a ce type de choses qui est pris en charge, hein, collectivement. Même si, évidemment, il y a une certaine dose de professionnalisme et
et c'est là ce qui est extraordinaire, c'est que les discussions à la préfecture, par exemple, il y a Olivier Bartin, qui est de la coordination étudiante, bon, il y a Michel Field, il y a Recanati, qui lui, il est ni étudiant ni lycéen, il est élu par personne, tout le monde le sait. Hein. Je veux dire, mais il y a tant que le mandat est là, et le 22 mars, le 22 mars, le mandat est respecté. Hein. Le mandat de la coordination, c'est d'Enfer Rochereau, puisque c'est d'Enfer Rochereau jusqu'au ministère des Armées. La Ligue est en minorité là-dessus, puisqu'on se dit à un moment donné, il faut proposer quelque chose d'alternatif. Il y a un front commun, Révolution et AJS, pour maintenir l'appel à d'Enfer jusqu'au ministère des Armées. Bon, ils mettent la Ligue en minorité, ils sont contents. Bon, bah, la Ligue va au ministère, va à la préfecture dire voilà, on veut ça. Bon. Et évidemment, la préfecture dit non. Et la préfecture dit qu'est-ce que vous offrez comme alternative? Bon, à la fin, il y a une alternative vers Austerlitz, vers Bastille, etc. Et là, la préfecture dit non. La préfecture dit c'est pas d'Enfer, c'est vous allez vers l'extérieur. Et là, c'est les coordinations qui disent non, on veut aller quelque part dans Paris, pas être sur le périphérique. Bon, la manifestation ira au périphérique de toute façon. Mais c'est assez intéressant de voir Mathieu Guy, je crois que c'est non, qui a, là, j'ai retravaillé sur son mémoire, qui lui avait eu aux archives de la préfecture de police de Paris. C'est un travail qu'il faudrait faire sur d'autres villes. Hein, parce que ça éclaire beaucoup. Hein, c'est tout de même le premier mouvement commun de la jeunesse scolarisée, où il y en a, même si la locomotive ont été les lycéens, bon, tout de même les facs sont dedans, et puis surtout l'enseignement technique. Et ce qui se passe dans l'enseignement technique, à l'époque, c'est ce qu'on va avoir comme problème dans les lycées, dans ce qu'on appelle lycée, parce que c'est devenu des lycées en général, de sécurité des locaux, la question du racisme, de brutalité, hein, de rapports brutaux, violents. Non, quand on voit ce qui s'est passé dans l'enseignement technique, enfin ce qui se passait, les conditions de travail, de vie, d'oppression, c'est... C'est-à-dire Oui. quelque chose a changé dans les CET par un effet indirect du mouvement, tu veux dire? Dans les CET, les problèmes existent là, par le mouvement, par le fait qu'il y a une colonne vertébrale. Tu veux, il y avait déjà eu l'affaire Guyot, il y avait beaucoup de très jeunes, beaucoup de collèges d'enseignement technique, mais c'était quelques jours. Et après, on a il y avait des lycées techniques et des CET avec des explosions. Hein. Quasiment, c'est le ludisme. Hein. C'est parfois des explosions, des exclusions. Et ce qui se passe en 73, et c'est à mettre au compte en grande partie de lutte ouvrière, hein, c'est effectivement de dire il y a un problème particulier. Un problème, c'était ils voulaient séparer. Mais il y a des problèmes particuliers. Et là, effectivement, les élèves de CET, ils trouvent. Alors, lutte ouvrière va assez loin, puisque à un moment donné, ils virent de la coordination CET les lycées techniques, en disant ce n'est pas des vrais ouvriers, c'est des futurs bourgeois, enfin cadres. C'est des futurs cadres. Bon, c'est extraordinaire. Bon. Et la Ligue était plutôt implantée avec quelques élèves, mais en lycée technique. Bon, l'un peut expliquer l'autre, c'est-à-dire que le précaré. Mais non, ce qui change, c'est quand
c'est que le CET va devenir lycée d'enseignement professionnel, le lycée technique, lycée professionnel, que tout ça va s'appeler lycée, car le lycée d'aujourd'hui regroupe des choses qui, à l'époque, sont différentes. Mais quand tu vois, par exemple, quand on dit que la violence au lycée, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, il faut regarder où ça se passe. Très souvent, c'est des anciens collèges techniques qui sont devenus lycées, après plus généraux, mais qui ont conservé un certain nombre de caractéristiques. En réalité, quand tu prends Louis le Grand, il n'y a pas plus de Saint-Louis, Henri IV, ben non, il n'y a pas plus de violence, entre guillemets, aujourd'hui qu'hier. Bon, tu prends des bahuts de quartiers populaires, ouais. Donc ça aussi, donc faut toujours contextualiser, c'est comme les mots, qu'est-ce qu'on appelle lycée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle lycée à l'époque. Mais par exemple, le mouvement lycéen de 89 sur les crédits, le manque de postes, les surveillants, la sécurité, c'est les caractéristiques du mouvement des CET. Alors après, la CGT va faire un travail, ils vont mettre du temps avec la coordination permanente des collèges d'enseignement technique. Et ce qui est très intéressant, c'est que le type qui suivait ça pour la CGT, qui était membre du Parti communiste, quand il allait voir des collégiens et tout, donc il disait, grosso modo, il était au PSU. Il leur disait qu'il était au PSU. C'est marrant, c'était l'idée de, bon, il faut présenter quelque chose de large. Et ça voulait dire aussi s'affronter aux syndicats, dans un certain nombre de coins, aux syndicats de profs de CET. Qui là, c'est pas la FEN, c'était la CGT. Donc là, il y avait un petit peu un problème de confrontation que la Confédération, les unions départementales devaient gérer. Guillaume? Ouais. Une question sur les IUT, là, pour rebondir là-dessus. Est-ce que tu as une information sur la mobilisation des IUT et sur la présence des organisations? Parce qu'on voit toujours dans les archives de l'INEF Renouveau qu'il y a vraiment beaucoup de tracts, de courriers qui concernent les IUT. Ils ont créé une fédération nationale des étudiants du technique, la FNET, UNEF. Est-ce qu'on arrive à mesurer un peu l'organisation politique ou syndicale des étudiants d'IUT? Alors, mesurer, non, là, c'est un travail à faire pour chacune des organisations. Il y en a un peu, là, ce que j'avais montré, c'était un bulletin IUT de l'UNEF-US. Il y a côté la FNET, côté UNEF dite Renouveau. Le MARC, un mouvement d'action de recherche critique, est présent aussi dans un certain nombre d'IUT, on le voit dans les archives, notamment sur les gars. Il y a un secteur IUT. Bon. D'ailleurs, Philippe Grassin, qui était au MARC, au MAS, qui était le lien avec la CFDT, beaucoup avec la CFDT, lui, il avait été étudiant, il avait été en IUT. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de par les revendications, il y a une dimension syndicale qui n'existe pas, y compris de relations avec les fédérations, parce que c'est l'histoire des conventions collectives et de la reconnaissance qui occupe. Donc ça, c'est un enjeu. Alors, il y a des endroits où c'est des collectifs, je crois, il y en a un, j'avais vu à côté de Toulouse, un des UT, ou vers Montauban, où on a un collectif tout à fait style bureau des élèves, mais qui travaille avec CGT, CFDT,
je ne sais pas s'il y avait faux, pour participer pour les revendications de négociations collectives. Donc là, il y a mais il n'y a pas eu de coordination hein, de IUT au moment dans la coordination étudiante. Alors peut-être qu'il y a eu des réunions, mais c'était peut-être trop bref. Bon. Par contre, parce que les CET, ça démarre d'abord par une participation à la coordination lycéenne, une réunion spécifique, et puis après, c'est une commission, et puis après, la coordination autonome. Mais effectivement, il faudrait voir aussi côté prépa. Bon. Côté prépa, comment, ou STS, comment ça a fonctionné. Bon. Parce que là aussi, c'est des secteurs numériquement plus petits, mais bon, c'est au lycée, c'est dans les lycées, mais ils ne participent pas forcément. Ou pas autant. Par exemple, les prépas à Charlemagne, ils reprennent au bout de 7-8 jours. Bon, il y a les concours, tout ça, ils reprennent le boulot et puis ils participent aux journées d'action, un peu comme aujourd'hui. Bon, c'est-à-dire on ne fait plus grève, voilà, donc on ne vient plus aux AG, mais on vient les jours de mobilisation. Ils disaient d'ailleurs, on ne vient plus aux AG parce que comme on n'est plus gréviste, bon, mais enfin on se tient au courant, quoi. Mais c'est tout de même extrêmement suivi, bon, côté militaire, côté de l'armée, ce mouvement aussi côté ministère, où Messmer et Fontanet, ils font des circulaires. Voilà. Le 4 avril, c'était assez avant même les vacances, mais enfin, ils voient que ça arrive. Messmer, qui donc redevient Premier ministre, hein, c'est Messmer 2, je crois, ou 3, non, je crois que c'est le 2. Deuxième gouvernement Messmer, il proclame la fermeté et Fontanet fait une circulaire au recteur et chef d'établissement pour sanctionner l'absentéisme, supprimer les bourses et les allocations familiales. Bon. Voilà. Donc, il y a plusieurs, et puis il y a plusieurs exclusions prononcées, dont la mienne, et celle de Charlie Najman pour les membres du collectif. On discute, je signe un engagement. Bon, c'est la deuxième fois que je le fais dans ma vie. J'ai signé l'engagement que j'ai respecté comme j'ai pu. De toute façon, le dernier trimestre a été court, il n'y avait plus. Voilà, j'avais le bac, donc je savais que c'était fini. Donc, c'est vraiment. Charlie, lui, ne sera pas réintégré. Et là, je crois que c'est pas le même type de lycée. Bon, il y avait eu sur Paris quelques autres exclusions, mais enfin, c'était ça, hein, c'était du provisoire. Bon. Guillaume, tu as la main levée. Non, il a écrit un message. Non, j'ai levé Ah ouais. bêtement la main. Non, c'était toujours sur la question des IUT, parce que c'est vrai que la structuration des IUT hein, pose un problème très difficile, j'imagine, aux organisations syndicales du fait de la durée des études. Mais j'ai vraiment l'impression qu'à cette époque, il y a un effort très, très important qui sont portés sur les IUT. Oui. Alors, sans doute de la part de l'UNEF, mais aussi des autres, hein, bien sûr, mais il y a une attention très forte. Alors, sans doute de la part des organisations communistes, parce que c'est évidemment des étudiants ou qui relèvent de milieux sociaux plus défavorisés. Donc, il y a une volonté peut-être plus forte chez eux d'y être présents et de montrer que leur présence serait, entre guillemets, naturelle. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de courriers là-dessus, beaucoup de travail qui est fait. Mais voilà, maintenant, il faudrait mesurer les résultats. Oui.
façon, c'est une préoccupation, même dans l'idée un peu, c'est des enfants d'ouvriers, c'est les futurs ouvriers qualifiés ou techniciens, etc., etc. D'où l'attention, effectivement, le technique, il y avait, par exemple, pour toute une sorte d'organisation, il y avait un grand problème même de recruter dans le technique des futurs ouvriers. Le problème, c'est que les futurs ouvriers au contact de gens, de lycéens ou d'étudiants, bah, ils avaient plus, il y avait une ouverture vers d'autres mondes et ils n'avaient plus du tout envie enfin, ils avaient envie de faire autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est aussi des moments où les trajectoires données basculent. Parce que on s'est ouvert à d'autres choses, dans la mobilisation, d'autres liens. Bon. Et donc aussi, parfois, par exemple, le côté, on va isoler, on va garder la pureté ouvrière en les isolant de la petite bourgeoisie, de ce qui était qualifié de petits bourgeois. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Guillaume, oui. Oui, oui. Peut-être sur la mémoire du mouvement lycéen de 73, est-ce que c'est un mouvement qui fait date? Est-ce que dans les années suivantes, on y fait référence? Est-ce que les archives le montrent? Est-ce que c'est devenu comme 68, 76, 86 pour les étudiants, 95, etc., un mouvement de référence au sein du monde lycéen? Est-ce qu'il y a une mémoire qui se transmet? Alors, il y a eu une mémoire qui s'est transmise pendant quelques années. Bon, enfin transmise à la fois par les gens qui étaient lycéens, surtout les plus jeunes, hein, mais c'est pas l'effet 68. Hein, c'est la 80. On a finalement peu reparlé après. Bon. Or 73, c'est tout de même un moment dans lequel, on peut prendre des noms, hein, c'est celles et ceux, surtout ceux d'ailleurs, hein, mais qui vont devenir, pour les lycéens, vont devenir ensuite ont acquis une expérience-là, qui vont réinvestir en milieu étudiant. Hein. Dariola c'est un peu plus tard. Bon. Marc Rosenblatt, Bernard Raillard, du côté de la JS, Julien Drey, et encore, bon, on peut avoir, et puis localement aussi, beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui ont été ensuite dans le syndicat. Alors, ça a été à bas bruit, c'est-à-dire que c'est vraiment Verveine Angélie de Solidaire, qui était à la Poste, elle était dans le mouvement lycéen. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a marqué plus ceux qui ont participé, et je crois de manière assez importante, mais personnellement, et dans un réinvestissement après syndical, associatif, voire politique. Mais c'est pas évidemment 68, c'est pas la crise politique à laquelle aboutit 1986. Bon, c'est resté, comme en plus il y avait plus d'organisation lycéenne, tout le monde, 76 reste dans la grève de 76 reste dans la mémoire étudiante, parce qu'il y a les deux UNEF, il y a le MAS, il y a tout ça, jusqu'à 86. Puis 86 chasse un peu 76, qui devient histoire. Dans les lycées, il y a plus d'organisation collective. Et je dis, par exemple, sur Mediapart, ou quand tu vois dans la presse de province, là où je suis parti à chercher des sites, tu as beaucoup de témoignages 40 ans après, 50 ans après, hein, ou d'articles ou de photos qui sont exhumées. C'est-à-dire que tu discutes individuellement avec les gens, en groupe, oui. Mais, par exemple, il n'y a pas eu de... Je pensais qu'il y aurait des choses dans Le Monde ou dans l'IB. Bon. En plus, comme il y a des protagonistes, que Julien Drey ou que Michel Field en profiteraient pour rappeler leurs exploits extraordinaires et qu'ils ont tout fait tout seuls et que c'est magnifique.
Même ça, c'est pas bon. Voilà, donc c'est vrai qu'on est plus dans, c'est un autre intérêt, c'est qu'on peut être beaucoup plus dans l'histoire, dans le travail d'histoire, mais ce qui suppose des entretiens, ce qui suppose effectivement à la fois des archives et les entretiens. C'est, alors, Carrel-Lyon, bon, il y en a plusieurs qu'il avait fait avec Carrel-Lyon, qui avait fait 6 interviews, 6 ans à partir de 6 entretiens. Bon, lui, c'était sur la Ligue. Il y avait non, Didier Lesquet n'a pas vraiment fait des entretiens. Bon. Mais Christophe Aguiton, par exemple, il était plus prépa, hein, mais il suivait, il a suivi tout ça, notamment pour le service d'ordre. Donc, j'ai même vu, alors c'est marrant parce que là, en préparant hier, je regardais sur le site de l'INA parce qu'il y a tout de même pas mal de choses accessibles, hein. Il y a un moment donné, il y a tout un reportage bilan, et puis tout d'un coup, je vois Plenel, on voit Plenel avec des cheveux longs, une barbe, hirsute. Et totalement hirsute, c'était bon. Et la moustache. Ah oui, toujours, toujours. Oui, oui, la moustache. Mais bon. Alors, je me souviens de moi hirsute, mais sans barbe. Mais alors, c'est vrai que lui, je me souvenais de la barbe, mais pas hirsute. Bon. Comme quoi, la mémoire, hein, c'est l'importance des sources, hein, il y a tout de même la référence à 68. Hein, 68, c'est proche. Et même quand il y a les grévistes de l'atelier 300, je ne sais plus lequel, de Renaud-Billancourt qui se mettent en grève, là, il y a un petit espoir. Donc, l'idée de la jonction. Mhm. Bon. Quand En tu fait, dis, oui. quand tu dis que la loi n'a pas été abrogée, mais aménagée, alors elle a été aménagée formellement comment? C'est-à-dire, Il y a eu un c'est- vote. Il y a eu un vote. Alors, je cherchais, mais je n'ai pas retrouvé. Ça a été, au moins de ce que j'avais noté, il y avait un aménagement en termes d'âge, c'est-à-dire c'était plus, c'était plus 18-21 ans, c'est s'il y a un autre cycle d'études, bon, on était dans le réaménagement. Et puis, il y a l'autre phénomène hein, qu'on connaît, enfin, qu'on connaissait dans l'armée à l'époque. Il y avait des moments où c'était on ne reforme pas et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Après 68, on va les mater à l'idée de ceux qui ne veulent pas venir, s'ils peuvent ne pas venir mettre du désordre et de la pagaille dans les casernes, vaut mieux les réformer ou leur accorder des sursis parce que le problème aussi des militaires de l'époque, hein, ils sont aujourd'hui beaucoup plus qualifiés. C'était si plus vous avez des gens diplômés qui arrivent, bah, plus ils vont et ça va être des fortes têtes, ils vont ridiculiser le sous-officier qui n'a même pas son bac. Bon, on est tout à fait dans une autre configuration ensuite, avec là aussi une qualification plus importante du personnel d'encadrement militaire. Oui, mais ma question était aussi procédurale, c'est-à-dire par quel procédé, vote législatif, décret Vote, ça a d'application? été vote, ça a été vote, ça a été un vote. Mhm. C'était une loi aménagée. Oui, oui, ça ne pouvait pas être autrement. C'était une loi, ça ne pouvait être que. Mais elle intervient un peu plus tard, puisqu'ils font des promesses. Ils font des promesses hein, on va aménager et tout, et puis ils s'y tiennent. J'essaie de retrouver. Je retrouverai. Hein, ça, Mhm. D'accord, non mais je vois l'essentiel. Voilà, mais c'était un vote. Hein, c'était pas décret ou arrêté. Il a fallu revenir devant l'Assemblée. Mhm. Voilà, d'accord. C'était en juin. Hein, c'était vers la fin de juin. C'était
Voilà, voilà. Bon. Ben, écoutez, merci d'être venu. Ouais. J'espère que ça vous a intéressé. La preuve, oui. Ouais. À partir de là, le chantier continue, hein.